Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle interview. On est aujourd'hui dans l'histoire extraordinaire de Laura qui a réussi à ramener l'impossible au possible. Elle va nous partager du coup l'histoire incroyable d'avoir quitté son job pour créer une entreprise. Comment est-ce qu'elle a fait pour choper aujourd'hui des contrats pour travailler à la télévision. On va voir tout ça avec elle et on va voir aussi le parcours d'une jeune femme entreprenante qui a envie de se dépasser, qui a envie de créer une vie riche. Et vous allez voir tout ça en détail dans cette interview. C'est une interview très profonde, très émotionnelle, pleine d'amour, de bienveillance et de conseils remplis pour vous aider à vous développer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un énorme like en dessous de cette vidéo si ce concept vous plaît et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos interviews. Vous pouvez également nous dire dans les commentaires juste en dessous quel est le prochain invité de nos interviews. Et le commentaire qui aura le plus de likes, eh bien, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aller interviewer cette personne. Je vous souhaite une énorme interview, un énorme kiff et on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. On a l'honneur, le plaisir de recevoir Laura. Salut Laura. Salut Enzo, ça va? Entrepreneuse, start-upeuse, femme de médias, girl boss. Quelle est la casquette avec laquelle tu te présentes en général? En général, je préfère la casquette entrepreneuse. Femme de médias, c'est pas ce que j'ai l'habitude de dire, mais écoute, ça fait toujours du bien d'entendre ça. Ah ouais, tu es une femme de médias quand même aujourd'hui. Tu es un média. Tu crées, tu présentes, tu C'est vrai, partages. c'est vrai, Et c'est même, vrai. et même bientôt, plus encore, on aura l'occasion un petit peu d'en reparler. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, Laura, de pouvoir partager un petit peu avec toi, de partager un petit peu de ton histoire, des fruits de ton existence, des plaisirs que la vie t'a amené, parfois les galères que tu as vécues. Tu vas pouvoir nous partager tout ça. Avant ça, j'aimerais que tu nous dises rapidement quel type d'enfant tu étais, toi, quand tu étais plus jeune. Alors, on commence. Voilà, c'est pas du tout la question à laquelle je m'attendais pour débuter, mais écoute, au moins c'est dans l'ordre chronologique, c'est très bien. Moi, j'étais une Je t'avais enfant. prévenu, je t'avais Ouais, dit que je c'est testais vrai, les choses. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est une bonne question, honnêtement. Quel enfant j'étais? Alors moi, j'étais une enfant hyper introvertie. Je le suis toujours à vrai dire. J'étais très introvertie. Je faisais pas de bruit. J'étais très discrète et voilà. Enfant très sage, pas de bêtises, pas de T'étais voilà. du genre un petit peu plus du fond de la classe. Alors attends, j'essaie de faire des choses là, mais je ne maîtrise pas ce que je fais. Comment est-ce que je te mets en premier plan si je veux te mettre en premier plan? Je crois que tu peux pas sur Ah, mais ça c'est pas cool, parce que c'est ce que j'essayais de faire. Alors attends, et la tout si... seul. Ah non, ok. En fait, soit je te mets toi en solo layout, Mm. soit je nous mets tous les deux. Ok, ça marche. Bon, allez, petite parenthèse fermée. Et donc je disais, est-ce que t'étais du coup, tu me disais un enfant plutôt introverti. Tu parais pas comme ça là, t'es là justement, boum, je te mets dans une situation un petit peu pas prévue, tu rebondis, t'es reparti, ça y est, c'est déjà terminé. Est-ce que du coup l'entrepreneuriat t'a permis de travailler sur ça, t'a permis de t'étendre un petit peu, de devenir un peu plus expansive? Raconte-nous un peu. En fait, je pense que j'étais une enfant introvertie parce que, alors dit comme ça va paraître très négatif, mais j'avais pas ce truc qui m'intéressait dans les gens avec qui j'étais, tu vois. C'est-à-dire que dans Ok. la cour d'école, souvent on traitait des sujets qui m'intéressaient pas forcément, qui me passionnaient pas plus que ça. Donc voilà, je m'épanouissais pas, on va dire, dans cette vie d'enfant. Voilà. Aujourd'hui, quand je parle, quand je fais des choses, je parle de choses qui m'intéressent vraiment. Et du coup, t'étais pressé, genre, d'être une adulte et tout. T'étais là en mode, ouais, de toute façon, c'est nul ce qu'on fait, vivement que je fais autre chose ou quoi? Exactement. Moi, j'étais déjà girl boss. En sixième, j'étais la girl boss de l'école, carrément. Ah ouais, t'avais déjà tes plans sur la comète, quoi. Mm. Et donc, du coup, bah, rapidement, qui es-tu, que fais-tu? Raconte-nous un peu. Alors, je suis Laura BLT, c'est écrit juste en dessous de façon très créative, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut te retrouver sur les Ouais. réseaux et tout, sur Insta. Allez follow Laura, faites-lui des bisous, faites-lui des cœurs.
C'est gentil. Donc, je suis entrepreneur depuis 7 ans, parce que finalement, je suis pas si jeune que j'en ai l'air. Je suis un peu plus vieille que Enzo. J'ai été freelance. Ensuite, j'ai créé une start-up. Donc, la start-up, c'est vraiment le projet entrepreneurial où on met toute son énergie, toutes ses tripes, et on finit forcément par C'était le projet d'une vie? le projet d'une vie, mais qui finit forcément mal. Tu vois, la start-up, Ok. c'est vraiment le truc où tu as envie de tout tenter pour de toute façon te casser la gueule, mais apprendre énormément de choses. Et il y a maintenant tout juste un an, en fait, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui m'animait vraiment profondément, à savoir le coaching, l'accompagnement, la formation en ligne et un peu le média quelque part parce que je le retrouve sur YouTube et ailleurs. On aura l'occasion d'en parler. Et justement, tu disais, la startup, ça finit forcément mal. C'est la vision que tu avais ou c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Évidemment, quand on se lance, on n'a absolument pas cette vision-là. On a l'impression que le nouveau Zuckerberg est en nous. Et c'est vraiment ça. En plus, moi, je rigole de ça, alors qu'aujourd'hui, il y a des startups qui explosent et qui vivent de magnifiques aventures, tu vois. Mais c'est Complètement. vraiment, en tout cas, moi, ça a été quasiment 4 années avec une associée où 4 années de prise de risque constante, quotidienne, et ça a été des leçons juste incroyables. Mais quand je fais une rétrospective de cette aventure-là, je me dis que tu voulais juste échouer, en fait. Tu voulais vivre ton plus gros échec pour pouvoir ensuite rebondir et faire des choses qui te ressemblent plus. Pourquoi? Parce que tu as fait tous les trucs qu'il fallait pas faire? À tous, vraiment. Tu nous dis 7 ans, du coup, t'étais salarié avant. Comment s'est passée la bascule de la vie normale ou de la vie de salarié à l'entrepreneuriat pour toi? Alors, je vais remonter un petit peu avant le salariat. Moi, Elle a 48 ans, la gonzesse, en fait. Elle est là. Alors écoute, alors attends, il y a je prends mon agenda de l'année. non, non, je suis Arrête pas. de faire la vieille, ça va, t'es toute jeunette, là, un peu Mais plus écoute, vieux je que vous moi. propose de deviner mon âge en Dans commentaire. les commentaires. Vous serez bien surpris. Non, en fait, je pense que ça y est, je commence à faire mon âge. Bref, en tout cas, c'est vrai Et qu'après du coup, t'en parles et t'insistes dessus. D'ailleurs, t'as eu l'impression de faire plus jeune, peut-être trop jeune par rapport à ton âge pendant plusieurs années. Ça a été un truc sur lequel t'as ouais, bataillé, t'as milité un peu. j'en parle, ça fait partie de mon storytelling, j'en parle beaucoup parce que je sais, enfin, dans 90% des cas, quand je raconte mon histoire, on me dit, mais t'as quel âge? Enfin, t'as été freelance. Et encore, je vais te raconter juste avant ce que j'ai fait. J'ai créé une start-up, ensuite, maintenant, j'en suis là. Forcément, les gens Genre, sont t'as fait trop de trucs dans le laps de temps, ça marche pas, quoi. exactement. Et au final, voilà. Bon, bref, ça Au donne pas de final, ça marche quand t'as 48 ans, y a pas de problème, c'est ça, tout va pas bien. encore 48, mais pas loin, On s'approche, comme tout le monde. Ok. comme tout le monde. Exactement. Et donc, du coup, avant de te mettre en freelance, qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai été salariée, mais avant d'être salariée, après mon bac, en fait, j'ai passé une audition sur un coup de tête parce que je faisais beaucoup de danse. Et donc, je suis devenue danseuse professionnelle. J'ai été prise dans l'une des meilleures écoles de danse en France et aussi au monde. Je voulais absolument pas être danseuse. Par contre, c'était tellement stylé d'être prise dans une école de danse que je voulais vivre cette vie pour tester des choses, encore une fois, etc. Et Bah, en quand fait, tu du passes coup, le truc, tu veux quand même, non? Tu rêves un peu ou pas du tout? franchement, c'est pas le rêve de ma vie. Je sais que je vais pas finir danseuse étoile. De toute façon, je faisais 1m60, je fais encore 1m60, donc clairement, voilà. J'aurais pu faire carrière si tu veux, mais non, c'était pas le rêve de ma vie. Moi, je voulais une Donc, vie de danse famille, classique pour le coup, c'est ça? classique et moderne aussi. Ok. Et donc, tu dansais un peu comme n'importe quelle gamine un peu passionnée qui s'inscrit au club du coin Vraiment. et qui se développe. Et tu as l'opportunité de passer ce concours, tu le passes, tu le gagnes. En Ouais. tout cas, tu es sélectionné. Et tu vas à l'école à Paris et tout. Comment ça se Sélectionnée, passe? j'étais prise. Je pars à Paris juste après mon bac. Donc, vie de ouf. Un rêve de gosse quand même. Tu vois, finalement, juste l'image. L'image, elle est géniale à raconter, tu vois. Et je trouve que ça a vraiment construit ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me vois? Ça va, ça va, ça va. Là. J'ai juste bougé. J'ai mis un coup de pied dans la cam. Elle t'énervait, c'est ça? Ouais. Ah, pas vraiment, mais je t'écoute. Ouais, donc bref, c'était pas vraiment un rêve si tu veux, mais en tout cas, l'image était belle, j'étais jeune, j'avais du temps devant moi, j'avais envie de m'éclater. Et pour le coup, une école de danse, c'est très constructeur, à la fois parce que la danse, c'est beaucoup de rigueur, d'autodiscipline, de rigueur, etc. Et aussi parce que c'est beaucoup de liberté, beaucoup d'ouverture d'esprit.
Donc en fait, pour se construire, c'est une magnifique école et c'était plus ce côté-là qui me plaisait dans ce projet. Mais tu me parles de ça avec la maturité et le recul d'une femme indépendante comme tu es aujourd'hui. À l'époque, tu avais des yeux, tu avais des étoiles plein des yeux et tu kiffes ce truc de la danse, non? Je me pose aucune question, bien sûr, je kiffe la danse. Ah, tu me Voilà. rassures. Non, non, j'ai vraiment, non, c'était pas, oui, c'était pas un rêve, si tu veux. Je peux pas dire que je vivais la vie de mes rêves, mais c'était une récréation, c'était génial, tu vois. Hmm. Je rencontrais plein Et de monde. surtout, tu vas pas à la fac, du coup. Je vais pas à la fac, ce qui tombait plutôt bien parce que je m'étais pas inscrite d'ailleurs, mais voilà. Donc bref, je suis partie pour 3 ans d'études parce que oui, on étudie la danse et j'ai signé quelques contrats, j'ai commencé à danser et puis Ouais, donc arrivant, c'est ça, c'est un espèce d'internat pour futur pro, quoi, en gros. ouais, Si tu construis ton réseau, il y a des auditions, j'imagine, pour aller à droite, à gauche, ce genre de truc, quoi. Et la carrière exactement. classique, c'est tu finis l'école, tu danses au. Alors, il y en a 1 sur 10 qui va danser dans des trucs de ouf. Ouais. Le reste, dans des compagnies, dans des ballets, dans des trucs. Mais en gros, tout le monde va vivre un peu de son art ou quoi? Comment ça se passe? Ouais, carrément, bah, tu as plusieurs options. Effectivement, tu peux vraiment avoir des carrières de folie. Surtout que l'école était en partenariat avec des écoles américaines, notamment de fou. Donc, il y avait vraiment de belles opportunités. Tu peux aussi danser dans des compagnies indépendantes, dans les théâtres. Voilà. Tu peux aussi danser chez Disneyland. Enfin, il y a plein de portes complètement différentes qui peuvent s'ouvrir à toi. Et puis, tu peux aussi créer ton école de danse. Moi, j'avais déjà la fibre entrepreneuriale. Donc, je m'étais dit que, voilà, éventuellement, avec un diplôme, j'ouvrirai plus tard une école et voilà. Ok. Euh, donc voilà, il s'est passé 4 ans entre le moment où je suis rentrée dans cette école et la fin. Donc après 4 ans, j'avais donc quasi 23 ans. Je savais que je ne voulais pas faire ça de ma vie. J'étais super reconnaissante de ce que j'avais appris, de qui j'étais devenue, etc. Mais je savais aussi que j'avais envie d'une vie plus normale parce que la vie de danseuse, c'est loin d'être une vie normale. La vie d'entrepreneur non plus. D'ailleurs, quelle vie est vraiment normale, je ne sais pas. Mais Hmm. j'avais cette envie, moi, à 23 ans, d'avoir une vie plus normale. Donc je me suis dit, qu'est-ce que fait une jeune femme de 23 ans? Soit elle est encore en études, soit elle cherche du boulot. Moi, j'avais pas envie de chercher de boulot, voilà, j'étais pas encore prête. Donc j'ai repris mes études et études très concrètes, parce qu'en fait, j'ai commencé un BTS. Donc BTS, c'est apprends un métier, hein, quelque part. Et puis j'ai fait une licence après professionnelle, donc pareil, métier, qui débouche forcément sur le Saint Graal, celui qu'on aime tant quand on est entrepreneur et qu'on ne veut absolument pas fuir comme la peste, c'est le Le CDI. CDI. Hmm. Exactement, donc j'ai trouvé le CDI, j'y suis restée 10 mois. Et Et pourquoi repartir en BTS et tout, te refaire t'as fait le BTS en 2 ans ou t'as pu rentrer directement en deuxième année? En 2 ans, non, j'imagine? non, non, j'ai 2 ans parce qu'en fait, c'était un BTS scientifique. J'avais un bac L et j'avais 4 ans de danse derrière. Ouais, Donc donc clairement, fallait tout 2 ans, reprendre, quoi. ce n'ont pas été Pourquoi, faciles. pourquoi te repalucher 3 ans d'études alors que J'avais tu es en envie. capacité de bosser en tant que danseuse? Non, non, je voulais changer de vie. Alors, je continue à danser. Entre-temps, chose que je t'ai pas dit, c'est vrai que c'était cool aussi. J'ai monté une association de danse où je donnais des cours en fait à de jeunes danseuses. Alors j'avais un cours spécifique pour les enfants handicapés. Enfin, voilà, j'avais monté pas mal de petites choses comme ça. Donc, mes débuts en fait un peu hein, dans l'entrepreneuriat. Mais je savais que déjà je voulais quitter Paris. Je voulais pas même si je suis entrepreneuse aujourd'hui, ma vie, c'était pas voyager aux 4 coins du monde tout le temps, c'était aussi d'être posée, j'étais amoureuse. Donc voilà, Oh, j'avais c'est vraiment envie de mignon. reprendre mes C'est études. mignon. J'ai dit. Ça n'a pas duré longtemps. C'est moins mignon. Ok. Donc voilà, et puis après, du coup, donc voilà, CDI, et je me rends compte que bah, c'est pas non plus cette vie-là que je veux. Et Euh, c'était quoi, du coup, t'es parti vers quoi au niveau du CDI, de la licence, des études, etc. Tu t'étais dit que t'allais faire quoi? Alors, je me suis spécialisée, j'ai fait un BTS esthétique cosmétique parce que ce côté créativité, beauté, etc. m'intéressait beaucoup. Je voulais pas non plus Ok. repartir sur un truc trop compliqué, même si j'estime que quand on aime ce qu'on fait, il n'y a rien de compliqué. Mais j'avais envie de ça. Et du coup, après, j'ai fait une licence en communication parce que je voulais me spécialiser. Donc, j'ai travaillé à la suite de ça. La licence était professionnalisante, donc j'avais un stage, etc. Donc, j'ai été prise chez Dior. Donc, en plus, CDI dans une belle structure, tu vois.
Dans Mais une grosse boîte, dans un gros groupe, ouais, beaucoup d'opportunités. mm, Et donc, tu as fait de la com chez Dior. ouais, Pendant combien de temps, du coup? dis-moi, Ok. dis-moi. Rapide, lent, ça dépend Efficace. comment on voit les En tout choses. cas, Qu'est-ce une qui belle s'est passé? expérience. Parce que bosser dans des grosses boîtes, finalement, on en dit ce qu'on veut, mais tu vois, tu as quand même accès à de belles formations, un beau réseau aussi. C'était cool, hein, vraiment. J'aurais Très honnêtement, si j'étais une personne raisonnable, je pense que je serais restée plusieurs années pour faire mes armes avant d'entreprendre. Maintenant, je fais pas partie de ce genre de personne. J'avais pas cette patience et cette envie non plus. Et donc, pour aller plus loin et montrer à quel point je suis un peu... donc, je suis restée 10 mois en CDI. Au bout des 7 mois, j'achète une maison avec mon ex. Et au bout des 10 mois, je démissionne de mon CDI du jour au lendemain. Ok. Donc, l'ex a apprécié. Il n'était pas forcément OK. Non, mais il était un peu, il était un peu inquiet, ce qui peut se comprendre. Tu lui as dit, bah, je quitte mon boulot et le crédit, bon, on verra bien, quoi. C'est ça, c'était viscéral en fait. C'était vraiment, Et pour c'était faire quoi, du coup? aucune idée. J'avais pas d'idée. J'avais pas de. En fait, je me suis toujours écoutée vraiment très profondément. C'est presque maladif, si tu veux. Je sais que Ok. c'est, je sais que je suis plus au bon endroit. Il faut que je bouge tout de suite. Je suis vraiment comme ça. Vaut mieux que tu sois pas là que tu saches où tu veux aller. C'est ça? Vraiment, vraiment. Ok. C'est très important pour moi. Je suis très consciente de la valeur de la vie, de la valeur du temps. Et le fait de ne pas me sentir à ma place, pour moi, c'est comme se laisser mourir à petit feu. C'est juste pas possible. Autant me donner la mort, tu vois, presque. Ok. Je vais loin Un peu là, mais hardcore, un peu hardcore, j'aime bien. ouais, là, je suis allée trop loin, mais c'est juste pour que tu comprennes le truc. Donc, j'ai démissionné du jour au lendemain. On m'a proposé une rupture conventionnelle, sauf que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, moi, j'ai dit non, pas de rupture conventionnelle, je pars vraiment. Et donc, c'était pas une si mauvaise idée parce que Ah, mais en forcément. rupture conventionnelle, tu avais ton chômage, tu avais des trucs, tu avais des machins, et toi, tu dis non, 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 moi, je me casse. Ok. Ouais, ouais, vraiment. C'était très Et important à pour moi. l'époque, financièrement, t'as pas peur? Non. Tu te poses pas de questions, tu sais que tu vas trouver des solutions, qu'est-ce que tu te Bah, dis? en fait, j'ai moins peur. J'ai même pas peur parce que je me sens obligée. J'ai cette intuition qui me dit tu vas être obligé de trouver des contrats, donc tu vas travailler, tu vas être indépendante. Et j'ai moins peur de ça que de rester dans une situation qui me donne l'impression de mourir à petit feu quand même. Ouais. Ma vie a plus de valeur que ça. Ok. Donc voilà, et puis du coup, je suis devenue freelance, j'ai trouvé des contrats la semaine qui a suivi ma démission. Le premier mois, j'ai fait l'équivalent d'un SMIC. Alors bien sûr, j'étais en micro-entreprise, donc tu retires un peu de charge, mais honnêtement, la différence n'était pas folle. Et pour le coup, j'avais, moi, cette liberté que je recherchais, donc j'étais très contente. Freelance quoi, du coup? Communication, j'imagine. Communication, consulting, et en À plus dans quel l'univers de niveau? Tu ça. faisais quoi? Pardon? Tu faisais quoi concrètement? Sur quoi tu t'es positionné? Qu'est-ce que tu as eu confiance de vendre? Et C'est pas bien facile quand même, justement, faire quelque ouais, chose dans un job et du jour au lendemain devoir le vendre, réussir à le pricer et tout. Comment t'as fait? tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée voir, je suis retournée dans ma ville natale, pas très loin de Paris, une petite ville, voilà, très sympa, avec pas mal d'hôtels 5 étoiles, parce que un peu de tourisme, bref. Et en fait, moi, mes compétences, c'était quoi? C'était la communication et l'univers de la beauté, des soins, des cosmétiques, puis c'était un peu ma passion aussi. Donc, je suis allée Ok. voir les professionnels de ce monde-là et je leur ai dit, voilà, moi, je travaille chez Dior, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire, quelles sont mes compétences, quelles sont mes forces. Aujourd'hui, je suis en CDI chez Dior. Pour vous aider, je suis capable de quitter ce CDI. J'avais déjà quitté en fait. J'avais déjà démissionné, mais je leur ai dit voilà, je suis fan de ce que vous faites. Je sais que vous pouvez monter en compétences, vous pouvez proposer, parce que c'était des hôtels, si tu veux, en général gérés par des financiers. Donc Mhm. le financier veut faire de l'argent, avoir un spa, c'est bien mignon, il ne sait pas quoi en faire, il sait que c'est important pour le client, mais l'optimiser, le développer, il ne sait pas vraiment comment faire en Mhm. général. Ils avaient une vraie problématique. Je pouvais réellement venir développer leur offre dans leur spa et développer leur chiffre d'affaires. Et en même temps, je disais, ben voilà, regardez, j'ai quand même quelque chose de bien entre les mains, mais je vois à quel point vous avez besoin de moi, je suis capable de lâcher ça pour
vous aider. Et en fait, j'avais... C'est la Laura d'aujourd'hui qui a ce discours ou déjà à l'époque, tu avais cette lucidité, cette vision offre, cette vision ce que tu peux apporter? Ouais, 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 vraiment. Mais j'avais ça plus, je vais pas te mentir, plus la fin de c'est maintenant en fait. Je ouais, la suis obligée dalle, de le quoi. convaincre. Je suis obligée de le convaincre. Ok, Mm. super. Bonne idée, bonne offre, positionnement, niché, top. Donc ça marche plutôt bien. Et ça prend, comment tu arrives à estimer la valeur de ton temps? Alors ouais, comme tu dis, la valeur de mon temps, parce que pour le coup, je fais des forfaits à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, la seule chose que j'arrive à négocier, c'est de venir travailler, donc pas de télétravail en tant que freelance pourtant. J'arrive à négocier un contrat où je dois avoir enfin, je dois être présente sur le site et faire beaucoup de déplacements, rencontrer des partenaires, créer de nouveaux contrats pour eux, etc. Donc beaucoup de temps pour un forfait fixe. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de devenir riche, c'était pas de développer une entreprise qu'à l'époque, je ne savais de toute façon pas développer. Je voulais juste Vivre, c'était remplacer ton exactement, salaire, quoi. Hmm. exactement. Donc, je savais que si j'avais un fixe de tant d'euros, je me faisais pas larguer demain. En gros, c'est ça. Et puis voilà, je voulais quand même pouvoir bah, voilà, gagner ma vie. Gagner ta vie, payer ton crédit, et ouais, ok. Et voilà, et donc ça a fonctionné. J'ai développé ça pendant 2 ans, sauf qu'au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était cool. Je générais entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, t'es micro-entrepreneur, tu déduis, je crois que c'est 23%, 24%. Euh, Aujourd'hui, c'est plus les bâtards. Waouh, c'est j'ai vrai, regardé il n'y a pas longtemps le nouveau régime et tout. C'est dégueulasse. Mais oui, à l'époque, c'était ça. C'était max quand tu atteins le plafond, que tu n'as c'était plus ça, hein. d'aide, tu payes 20%, quoi. Ouais. Et j'ai jamais atteint le plafond, si tu veux. Donc au final, ça me faisait un salaire moyen. Et ça m'allait bien, sauf que je travaillais énormément. J'avais pas de jour de repos. Tu sais, quand tu es freelance, enfin, en tout cas, moi, j'avais cette peur de toujours perdre un contrat ou Ah ne pas bah, satisfaire. que tu retrouves jamais de contrat, que ça Tout s'arrête. repose sur toi, sur ta faculté à être bonne au moment présent. Hmm. Et au bout d'un moment, finalement, ça m'a mis quand même une certaine pression. Je me suis dit, elle est où la liberté, en fait, que j'ai Il retrouvée est quand où le bonheur? Il est où? il n'est pas là? Donc, il va falloir mettre de nouvelles choses C'est en beau, place. première expérience, tu fais tu fais un SMIC le même mois ou le mois d'après, tu montes à 30 ou 40 000 euros par an en un an, 2 ans, c'est sympa. J'étais ravie. Et puis, j'ai surpris tout le monde, si tu veux, parce que moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc, quitter un CDI du jour au lendemain et dire, ben non, c'est bon, regarde, j'ai C'est quasiment la dur. même chose, c'est très bien. Ce qui coûte aussi dans la balance, quand tu es chez Dior, tu bosses pas chez Carrefour. Ouais, bien sûr, de Il y a toute quand même façon. un peu de prestige aussi dans notre société, machin. Tu devais avoir un petit peu d'avantages, accès à des produits, du maquillage, du parfum, des trucs. Donc bon, Ah, c'était incroyable, même en termes d'épargne, etc. Honnêtement, travailler chez Dior, Restesi, c'est génial. Mais c'était pas ce qui me oui, rendait oui, heureuse. ça manquait de beaucoup de Tu choses. peux me faire Et, tous les cadeaux que tu veux. et donc c'est vraiment cette idée de je suis en train de perdre mon temps. C'est ça qui t'a fait bouger, c'est ça qui t'a mis le feu au cul. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui Mm. se passe au bout de 2 ans, du coup, quand tu gagnes 30, 40 000 euros par an? Bon, tu bosses beaucoup, mais ça va, t'es heureuse à ce moment-là ou il y a un déclic, il y a quelque chose qui va faire changer les choses? Alors, je gagnais pas entre 30 et 40 000 euros, j'étais plutôt entre 20 000 et 30 000. Ok. Et, mais à la limite, en termes de revenus, tu sais, j'étais Ça allait, propriétaire, ça j'étais va, en quoi. couple. En fait, j'avais pas cette ambition-là. Il n'y avait pas de Euh, besoin, quoi. non, j'avais pas forcément plus de besoin que ça. Par contre, le fait de ne pas compter mes heures, le fait de me retrouver de nouveau dans des situations où bah, j'ai pas envie d'être là, mais je dois l'être et je dois être bonne et je dois être maintenant forte alors que mon énergie elle est pas là, elle est ailleurs. Enfin voilà, je voulais plus, j'avais plus envie de ça. Je pars en vacances à New York et je découvre encore une fois dans le milieu de la beauté de magnifiques marques de niche en termes de make-up, soins, etc. Les filles me comprendront. Et, euh, et je me dis, mais c'est fou, on n'a pas tout ça en France. Mais vraiment, à l'époque, on ne trouvait pas ce genre de choses-là en France ni en Europe d'ailleurs. Et c'était des produits qui étaient un peu sexy, qui étaient un peu moins vus. C'était des marques
qui amenait quelque chose de différent, une autre gamme, une autre qualité. C'était de l'exclusivité, des collaborations, ouais, de la marque de niche hyper qualitative, abordable en termes de prix, enfin vraiment des choses qui n'existaient pas du tout à l'époque en France. Je dis à l'époque. Et donc voilà, donc je reviens À et je l'époque, parce que maintenant ils sont Rivoli, frère. Ils sont rue de Rivoli, ils sont là, ils ont des supermarchés. exactement, C'est ça l'idée? Ok. Bon, c'est ça. Ils sont chez Sephora, chez Marionneau, chez Monoprix. ils sont Enfin voilà, partout. ils sont partout et tant mieux pour eux. Je suis très contente de ça. D'ailleurs, c'est plutôt cool. Euh, Mais, parce que j'imagine qu'il y a un mais, ça n'a pas été dans ton sens du coup. Bah, bien sûr, c'est ça. Moi, j'arrive, je suis la petite nouvelle. Voilà. Bon, du coup, je rentre de New York et je me dis, tiens, finalement, moi, est-ce que je serais pas une entrepreneuse, moi? Est-ce que, en fait, je monterais pas des empires? Donc, je reviens de New York, les étoiles dans les yeux, et je me dis, bon, bah voilà, les gars, c'est bon, je suis plus freelance. Moi, je suis entrepreneur, je suis en train de créer une startup, je cherche une associée, ni une ni deux. Et je me dis, on va lever des fonds, on va faire des trucs de fou et tout, ma nouvelle vie. Enfin, bref. Et donc, je Et crée. l'idée c'était d'importer ces produits du coup au début? Oui, oui, C'était de importer distribuer ces produits? tout simplement, importer des produits. Donc j'avais déjà pris contact avec les marques, etc. Forcément, ça les intéressait énormément. Et puis ce qui se passait, c'est que c'était en 2014. Donc 2014, le monde de l'influence commence. Et puis moi, je suis consommatrice. Enfin, je le suis plus, mais j'étais très consommatrice de ce genre de vidéos beauté, etc. Je trouvais ça toujours très créatif, très beau, les couleurs, les trucs, j'adorais ça. Et en fait, du coup, je connaissais déjà les grosses blogueuses, grosses youtubeuses. Quand je dis grosse, c'est en termes de volume d'abonnés, etc. Bien sûr, on s'entend. Euh, et c'est la deuxième blague de mauvais goût que je fais. Non, mais j'aime bien moi. Ça me va. T'aimes bien? Bon, ça va, ça passe. Donc je me mets à les contacter, ça leur plaît énormément. À cette époque-là, ça coûte 0 € de travailler avec une blogueuse qui a 500, 600, 700 000 abonnés. Euh, et c'est plus qualitatif qu'aujourd'hui d'avoir ce nombre d'abonnés à cette époque. Forcément, vu qu'il y en a beaucoup moins aussi. Voilà. Donc à l'époque, tu fais des placements de produits gratos sur des Gratos. audiences à 500 000, 600 000 personnes. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai C'est même. quel paradis là que tu nous racontes? Non, non, mais attention, parce qu'après le paradis arrive l'enfer. Hmm. Donc, ouais, je fais des placements de produits qui, à Donc tu l'époque, arrives à importer et c'est quoi? Ils te font des tarifs intéressants, tu dois mettre de l'argent sur la table, tu dois acheter une certaine volume de stock. Comment ça se passe? c'est une activité de volume, donc j'ai du stock. Le dropshipping à l'époque, je ne connais pas du tout. Moi, j'achète. À l'époque, je commence avec 5 marques et les 5 marques me demandent 2 000 € minimum de stock. Aujourd'hui, pour un gros site e-commerce, c'est pas grand-chose. Moi, à l'époque, c'était juste énorme. Il fallait aussi que je fasse le site parce que même si j'avais fait de la com, créer un site, je ne savais pas faire. Ah oui, c'est un autre monde. Le Ouais. marketing, c'était pas trop mon truc. J'y connaissais vraiment pas grand-chose, donc je bosse avec une Donc agence. il faut mettre sur la table entre 10 et 20 000 € quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu les as? Je mets un peu plus de 10 000 € en fait au début. Et donc je les ai, Toute mais seule? Ou tu ouais. t'associes du coup? Tu trouves cet associé tout de suite? Non, je les ai, je commence toute seule. Je cherche une associée, mais je commence toute seule. Donc tu vois, même là aujourd'hui, je me dis, pour créer un site e-commerce, moi j'ai mis ça. Mais enfin bref, tu vois, tellement j'étais dans mon monde, quoi, vraiment. Attends, en 2014, ça se faisait comme ça, hein. En Oui, 2014, Shopify n'existait pas. j'étais sur WordPress avec WooCommerce et voilà. Ouais. Et puis tu connaissais rien. Et puis il n'y avait pas autant d'accès à l'information, de tutos, de trucs, de machin. Non, non. En 2014, en 2014, je ne ratissais même pas encore les rues pour T'étais vendre pas des là. trucs. Tu aurais été là. Les choses se seraient passées différemment. J'ai commencé à bosser. Ok. Attends, 2014? Oui, 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 oui. 2014, j'ai 22 ans en 2014. Donc en 2014, je vends déjà des sites web. En 2014, je vends déjà des sites web ça coûte un bras. La majorité des gens, je leur vends. À l'époque, les agences web gagnaient leur vie sur le manque d'informations et le manque de connaissances des clients. Donc en 2014, tu cherches à créer un site internet, il y a très peu d'infos et tout coûte cher. Bien Le sûr. moindre moldu, il te vend un truc qui coûte un bras et tu peux rien faire sans lui. Mhm. Même Ouais, l'administration, c'est de la merde. Parce c'est que vrai. WordPress de l'époque ressemble pas au WordPress d'aujourd'hui. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Non, puis moi, j'y connaissais vraiment absolument rien. Bref, donc on était déjà sur la stratégie de contenu, donc j'ai commencé à rédiger mes premiers articles de blog à cette époque-là et Ok. c'était voilà, mais c'était voilà un beau début parce que j'avais des étoiles plein les yeux, que c'était un nouveau projet, que c'était vraiment voilà, c'était Et donc, ambitieux. Ça me tu vends tes premiers produits assez vite ou pas du tout? Le premier placement de plaisait. Ça produit, il part arrive. sinon, c'est trop facile. Ça réussit, sauf que cette fois, ce que j'avais pas assimilé, c'est que moi, je n'étais plus freelance, j'étais à la tête d'une entreprise qui me coûtait beaucoup plus d'argent. Donc ça a été compliqué à gérer au début parce que je vois tous ces clients arriver parce que je suis la seule en fait. Je suis la seule à proposer ces produits-là. Il y a des Et marques qu'on connaît aujourd'hui qui sont distribuées que tu peux bien sûr, dire. enfin, les connaisseuses ou les connaisseurs même sauront. Il y a NYX, Slick, enfin voilà, il y a plein de marques comme ça qui aujourd'hui sont partout chez Sephora, Sont chez Monoprix, distribuées. Et à l'époque, on les voyait pas en beaucoup. masse. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, j'avais pas compris tout de suite, mais il y a une grosse blogueuse qui vivait aux États-Unis, mais qui avait une audience française. Donc tous les produits dont elle parlait aux États-Unis, ses abonnés en fait ne pouvaient pas se les procurer ou alors devaient passer par Shipito. Je ne sais pas si tu connais Shipito pour pouvoir récupérer une adresse américaine et se faire livrer sans payer trop de taxes. En bref, tout un truc. Ah, à Et l'époque, je faisais pas ça, ouais. eBay, et on essayait de récupérer les trucs en seconde main des US, ouais. il y avait ouais, des solutions, mais qui n'étaient pas forcément les plus pratiques. Et en Ah, fait, puis les gens, ils connaissent pas, ils avaient pas confiance, donc ils faisaient pas. C'est comme acheter sur AliExpress, quoi. C'est pareil. Hmm. ouais, c'est vrai. Donc voilà, ouais, c'est vrai, ça, c'est exactement ça. Donc j'arrive et du coup, forcément, ça fonctionne très bien, mais bien mieux que je ne pouvais le gérer. Donc j'ai très mal géré l'argent, très mal géré les Donc stocks. les premiers visiteurs, ils viennent de ces placements de produits que tu fais dès le début? Exactement. Au tout début, il n'y a même pas de placement de produit. Elle parle de moi comme ça gratuitement. Et ensuite, j'envoie les colis, etc. Ok. Donc, tu vois, facile, quoi. Mais c'est Facile, ça, mais mais ça va faire des dizaines, des centaines de visiteurs par mois. C'est quoi les volumes? Qu'est-ce qui va se passer du jour au en lendemain termes comme ça? de visiteurs, on est sur plusieurs centaines de personnes. En termes de commandes, les premiers mois, c'était pas non plus si fou, mais ça demandait quand même beaucoup de logistique. C'était entre 50 et 100 colis par mois au tout début. Sauf que quand t'es pas prête à ça, faut gérer et puis il y a les stocks à gérer. En fait, je me rends compte que finalement une référence n'est plus là, donc je dois repasser 2 000 € de commande et ensuite ça c'est 5 000 parce que finalement j'ai cette marque qui est rentrée, machin, donc bref. Et du coup, je Tu commence à découvres le métier d'e-commerce malgré toi à vitesse grand V, quoi. exactement et plus que le métier de l'e-commerce, je découvre l'entrepreneuriat, le vrai et je comprends ce que j'ai fait. Et donc C'est-à-dire quoi? T'as inversé chiffre d'affaires et bénéfices, t'avais pas vu toutes les charges qu'il allait falloir payer, t'as... ouais, il y a un peu tout ça. Alors bon, j'ai jamais trop de. Si tu veux, je dépensais pas à titre personnel ce que je gagnais. Je suis pas allée jusque là, mais je pensais pouvoir me verser une certaine somme en salaire et finalement je me rendais compte que pour payer le dernier fournisseur c'était compliqué. Ou voilà, c'était beaucoup aussi de problèmes de logistique. Le service après-vente, une angoisse permanente. Finalement, voilà, donc toujours moins de liberté, toujours plus de travail. Au début, vraiment, j'étais tellement passionnée que ça passait très très bien. J'ai eu ensuite une associée qui m'a énormément aidée, qui s'occupait de toute la partie commercialisation et moi communication. Et puis voilà, on a fait de belles choses. Et puis donc ça s'est développé comme ça. On a fait, on est allé jusqu'à 100, un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc pas fou, mais bien. Et en fait, je pensais à l'époque que pour aller au step supérieur, il fallait lever des fonds absolument. Ok. Et du coup, j'ai décidé de changer de T'avais métier. cette idée de start-up, tu voulais monter une start-up, tu Oui. voulais lever des fonds, tu voulais une grande équipe, tu voulais des... Ouais. C'est ça? Tu pensais que c'était la clé du succès, c'est ça? En tout cas, j'avais envie de vivre ça. Ok. Je sais pas vraiment si j'en avais envie, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de Il y avait vivre. quoi derrière? T'avais envie de fame, t'avais envie de gros succès. Non, Qu'est-ce qui te drivait en fait? c'était la découverte, tester des choses, le fait de se dépasser. Je me retrouvais des fois dans des rendez-vous où
C'était what the fuck tous les jours, vraiment. Je me retrouvais dans des dîners, dans des trucs comme ça, où vraiment, j'étais constamment en dépassement de moi-même, en apprentissage, en rencontres toutes plus folles les unes que les autres. Et finalement, je retrouvais un peu ce que j'avais vécu dans la danse, tu vois. Donc, voilà. C'est un peu. Cette idée de te retrouver avec des gens que tu n'aurais jamais cru manger avec eux ou Partais, avoir des. c'est ça, je partais en rendez-vous, j'invitais tout le monde en soirée, il n'y avait pas de bénéfice, mais c'est pas grave. Et en fait, j'étais vraiment dans l'aventure plus que dans le business, je le gérais tellement mal, mais par contre, l'aventure humaine, bah, aujourd'hui, il m'a ouvert énormément de portes. Ok. Bref, on a fini par faire faillite, tu te doutes bien. Voilà, on a décidé d'arrêter le carnage en 2018 et demi. Ouais, c'était début 2018, ouais. Et donc quoi, ça coûte trop d'argent par rapport à ce que ça rapporte? Non, Trop de impossible mauvais. de vivre correctement de mon activité. Et encore une fois, c'est trop lourd, c'est des problèmes constants. C'est drôle au début, et puis bon, on s'en lasse. Voilà. Ok. Donc voilà, donc j'arrête. Il me faut une pause, absolument, parce que je prends pas de vacances pendant 4 ans, que je suis fatiguée de toutes ces rencontres que j'ai faites, et ouais, j'ai envie de me poser, de réfléchir. Tu vois, là, j'avais 28 ans, donc j'approchais un peu de ce cap de la trentaine qu'aujourd'hui j'ai passé avec succès. Mais On glane des informations, les amis. Elle a dépassé la trentaine. On avance, on avance, on avance. petit indice. Donc ouais, j'ai envie de me poser, de faire un bilan, de savoir finalement, c'est la première fois de ma vie, très tardivement, que je me demande, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Parce que là, les gens me regardent euh, et Pression de la société, un peu. vraiment pression de la société, mais même pression de moi-même, parce que finalement, en fait, ça fait quelques années qu'ils me regardent et j'ai toujours pas de réponse à leur donner. Et tu sais, j'étais encore dans voilà, 30 ans, mariée, enfant, c'est bon là T'avais envie maintenant. de ça, c'était dans ton idée, ouais, c'était dans ta tête. Je sais pas si j'avais envie, mais c'est en tout cas, j'ai approché la trentaine et c'est l'idée que je me faisais de la trentaine. Aujourd'hui, je sais que je me trompais. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, vraiment besoin d'une grosse pause. Et cette pause, je l'ai fait et je n'ai pas repris de CDD ou de CDI. Enfin, je n'ai pas trouvé d'autres jobs. Ce que j'ai décidé de faire, je t'en avais parlé, c'est que j'ai fait du marketing de réseau pendant un petit laps de temps parce que je savais que ça me permettrait de Ouais, gagner. c'est marrant, ça, d'ailleurs. Tu es une des rares personnes que je Ouais. connaisse qui fait un escarmouche MLM qui arrive à tirer un revenu et à se barrer sans avoir floué la moitié de sa famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Bah, déjà, c'était pas l'objectif, si tu veux, parce que déjà, on me regardait en me disant, écoute, essaye de trouver le droit chemin, s'il te plaît, parce que là, Alors là, quand tu je te... me fais Alors remarquer. voilà, je vais faire du MLM. Oh mon Je l'ai Dieu, dit la à personne. secte, le truc, le machin. Je suis Putain. pas sûre que personne n'était au courant. C'était la honte de ma vie. Mais par contre, j'avais rencontré une personne vraiment très pro, avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'éthique, et je savais qu'elle m'emmènerait là où je voulais aller. Je voulais pas faire du MLM ma carrière, on est bien d'accord, et pourtant ça existe et c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas que il y a pas que des filous dans le MLM. En Il y a fait, tu as vraiment des... rencontré une bonne personne, que ce soit le Ouais, MLM ou autre chose. Tu as rencontré une nana qui était cool et qui t'a donné envie de démarrer quelque chose de nouveau sans trop te prendre la tête. C'est un peu ça l'idée, quoi. exactement, c'est ça l'idée. Donc MLM pour être sûr de pouvoir continuer à payer mes factures, surtout que à la même date, je décide de divorcer parce que je m'étais mariée auparavant. Ah, et Donc, t'étais marié quand même. ouais, donc du coup, à 28 ans, je décide de prendre les choses en main pour me marier et faire des enfants. Et à 29 ans, je décide de divorcer. Voilà. Tout va bien. De divorcer et de mettre un stérilet, tu sais. On y va, le package complet. Bam! Laissez-moi tranquille, putain! Ok. Allez, ciao. Donc ouais, donc là, bon, bah, je me dis, écoute, maintenant ma grande, tu vas t'écouter pour de vrai, tu vas vivre la vie que tu veux vraiment, et tu vas la choisir. C'est cool, tu as vécu, enfin, entre mes 18 ans et mes 29 ans, ma vie a été riche. J'ai Mhm. jamais gagné beaucoup d'argent. Par contre, elle a été riche, vraiment, tu vois, donc je suis très contente de ça. Après, si j'avais pu éviter certains. Ouais, ça t'a amené là où t'es aujourd'hui, c'est ok. C'est ok. Exactement.
Et Donc voilà. tu sais à ce moment-là ce que tu veux faire. Tu dis, tu vas suivre ce que tu as envie de faire, etc. Est-ce que tu sais? Mais toujours pas. Mais incroyable, 29 ans, je sais toujours pas ce que je veux faire. Par contre, je sais que j'ai un réseau. Je sais que j'ai des compétences en communication, ce qui m'aide beaucoup dans le MLM. Donc, je développe des revenus à 2, 3 1000 euros par mois. Donc, très bien. Ça me permet par contre de me poser. Et dans le marketing de réseau, si tu veux te développer, en tout cas, moi, j'avais cette idée-là. Si je veux développer une armée de bonnes vendeuses, il faut que je fasse de la formation. Donc, il faut que, Mhm. un, je devienne la meilleure et deux, je sois très bonne pédagogue. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai eu les résultats que j'ai eus, qui sont encore une fois pas oufissimes, mais c'est ce que je cherchais à avoir. Et là, je me découvre une passion pour justement la Combien de temps pédagogie. il te faut pour gagner 2 3 000 euros par mois avec le MLM? 6 mois. C'est beau, hein? Mais j'en vis pareil, au bout d'un mois, 2 mois, j'ai, tu vois, un très très bon complément de revenus. Après, ça va assez vite. Et justement, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence? Pourquoi 95% des gens ne gagnent pas un pesos et toi, tu arrives à tirer ton épingle du jeu très vite? Parce que dans le marketing de réseau, les gens prennent pas ça au sérieux. On t'attire en te disant que réussir dans le MLM, c'est être posé sur une serviette de plage et proposer une opportunité. Non, c'est du taf, c'est du travail, le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est un petit peu comme l'affiliation, hein, c'est recommander un produit ou un service qu'on a nous-mêmes consommé. Ensuite, effectivement, il y a aussi la partie recrutement, mais tu sais, il y a des recruteurs massifs, mais ça dure qu'un temps. Moi, j'ai connu une personne qui a gagné plusieurs dizaines et jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros mensuellement grâce au MLM. Cette personne a fini en burn-out parce que en fait, c'était du recrutement massif, constant, 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 et des messages privés, et des formations, et des zooms, et je dors pas de la nuit. Enfin, c'est dur le marketing de réseau. Donc, Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça se fait comme ça facilement parce que malheureusement, c'est beaucoup la communication qui est employée. Et puis, il y a des personnes qui font les choses à l'arrache. Et puis voilà. Moi, je suis rentrée avec un plan d'action Ok. Tu es rentré avec une vision et puis tu avais qu'on fait m'a le boulot. donné, hein, qu'on m'a donné, que j'ai pas inventé mais je pense que c'est ça qui fait la différence. Donc en fait, je découvre que ce que j'aime, bah, moi, c'est former, accompagner, réseauter. Mais le marketing de réseau, c'est pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est pas mon produit, c'est pas mon entreprise, c'est pas mon client. Ok. Donc en fait, je voulais me servir de ce que j'avais appris avec ma startup et de ce que m'a apporté le marketing de réseau, en faire un combo parfait. Et c'est là que j'ai connu ce qu'on appelle aujourd'hui l'infoprenariat. Euh, qui est un domaine où on rencontre aussi des personnes très intéressantes. Et, euh, et Pourquoi donc, tu ouais, dis ça comme ça? non, T'as rencontré des cons? Allez, balance, donne des noms! non, j'ai pas rencontré de cons, mais non, mais c'est, tu vois, l'infoprenariat, je trouve que un peu comme dans le marketing de réseau, certains prennent ça au sérieux et d'autres pas Et du tout. d'autres pas. Et d'autres pas. Voilà, tout simplement. Et je vous dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais on fait des rencontres intéressantes aussi. Mhm. Ok. Et donc voilà, là, ça fait un an, ça fera un an en septembre que je fais ça. Et écoutez, ça y est, je crois que j'ai trouvé ce que j'aime vraiment, ce qui m'anime vraiment, ce que je fais avec les tripes, parce que j'y retrouve la créativité, la communication, la pédagogie, le réseau. Bref, je m'éclate absolument avec cette entreprise-là. Ok. C'était concis, précis. Parfait, tout va bien. Ça fait un an du coup bientôt que tu es infopreneuse du coup. Qu'est-ce que tu as décidé à vendre? Comment tu as fait les choses? Comment est-ce que tu t'es développé? Tu as très vite, encore une fois, passé les premiers paliers de gagner ta vie. Je ne sais pas si on peut dire plus ou moins combien tu gagnes aujourd'hui. Tu gagnes bien ta vie en un an de développement. Tu as une petite liste, tu as une petite audience, entre guillemets, petite avec toute la bienveillance du monde. Hein. Tu n'as pas 100 000 abonnés, quoi, et pourtant Non, tu gagnes non. très bien ta vie. Euh, Raconte-nous un petit peu, du coup, comment ça s'est passé, la découverte et le démarrage de cette nouvelle activité. Alors, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé une formation hyper générale sur
qu'est-ce que c'est être entrepreneur au féminin. Moi, j'avais déjà un réseau de femmes qui me suivaient grâce au marketing de réseau. Et c'est intéressant ce que tu me dis parce qu'effectivement, j'ai une toute petite audience. J'ai pas de problème avec ça. J'ai vraiment une toute petite audience. On a 3600 abonnés sur Instagram et 1200 1300 sur YouTube, qui sont mes deux principaux médias aujourd'hui. Et grâce au marketing de réseau, les liens que j'ai avec les personnes qui me suivent sont plutôt forts. Les gens me font confiance parce que souvent, je les ai déjà formés gratuitement et je leur ai apporté du résultat dans leur domaine. Et il y a aussi ce côté, je suis entrepreneur depuis 7 ans, donc j'ai des choses à apporter. Donc ça a commencé. T'as des trucs à dire. J'ai des trucs à dire, donc je me lance comme ça. Et au final, écoute, ma foi, mes débuts sont toujours très prometteurs, donc tout s'est très bien passé lorsque je me suis lancée. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, je vous dis, j'ai pas de... Voilà, un peu. J'ai dépassé les 10 000 euros par mois. Mais alors, ça veut rien dire, et je tiens à le dire. Parce que j'ai vu que tu avais vu mon message sur le groupe la dernière fois. Je change actuellement de statut juridique et je vais prendre un statut qui va me permettre d'être salarié de ma propre entreprise, ce qui va m'aider à investir dans l'immobilier plus facilement. Bref, j'en ai besoin pour l'instant. C'est discutable. Il y a plein d'arguments différents, mais en tout cas, celui qu'on m'a conseillé... Tu es en train de changer de statut. Le statut que tu avais actuellement, c'était quoi? Tu es toujours un micro? Ouais, alors j'avais refait le micro du coup, parce qu'avant, j'étais en société. Mais j'avais refait une micro pour le MLM et puis pour cette activité-là. Bon, ta micro, c'est quoi? C'est 84 000 là en ce moment? Le plafond? En prestat de service? Non, c'est un peu moins, 60, je ne sais plus exactement, mais 60 dans les 70 000. Donc, tu as passé le plafond ou là, tu es en train d'exploser, quoi, c'est ça? Oui, et puis de toute façon, c'est plus intéressant. Je commence à travailler avec une équipe. J'investis, on a parlé de logiciels tout à l'heure, c'est con tous ces petits trucs-là, tu vois, mais au bout d'un moment, ça commence à chiffrer. Et donc voilà, puis bon, c'est pas l'objectif de toute façon de rester en micro. J'ai 6 000 balles de RH par mois et 1 000 balles de logiciel par mois. Oui, je suis d'accord avec toi, ça coûte une blinde. C'est affreux, non, tu sais, moi, je parle beaucoup de membership. Je suis pour créer des memberships. Et en fait, t'as qu'à regarder ton téléphone. Il est plein de memberships, il est plein d'abonnements que tu maîtrises absolument plus parce que t'as pas le temps de regarder, mais t'en payes 10 000 à la fois. Et donc, je suis pas encore aux 1 000 euros. Mais honnêtement, j'ai regardé la dernière fois, ça m'a refroidi. Et bon, bref. Je sais plus, je l'ai partagé la dernière fois sur Insta. Là. J'ai commencé à faire un doc, tu sais, dans lequel je répertorie les logiciels que j'achète, les abonnements que j'achète, les services qui sont essentiels, les services que je teste, les services. J'ai glissé, j'ai cliqué, bref, tu vois. Mais c'est pas encore bien carré, je maîtrise pas encore l'intégralité des logiciels, des dépenses et tout que je fais, parce que des fois tu oublies des trucs, des fois tu as payé avec PayPal, des fois tu as payé par carte, bon, bref, tu connais l'histoire. Et du coup, là, je me reprends un paiement comme ça, Vimeo, 580 € d'abonnement à l'année pour poster des vidéos. Tu sais, j'étais là. Ah! J'ai une poche qui trouée, frère. Il y a de l'argent qui est sorti. En plus, je me suis rendu compte que du coup, j'avais payé avec ma CB qui était en Europe, qui était en France. Du coup, j'ai de la TVA dessus au lieu de décaler ça sur la boîte aux States. J'ai passé tu vois, ça m'a plombé. Je me suis dit, putain, fais chier, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais avoir un business pro avec les bons outils, effectivement, ça coûte une blinde. Complètement d'accord. Bah, surtout en France, pour le coup. Surtout en France, pour le coup, en effet. Voilà. Donc c'est pour ça que je le dis en fait, parce que je trouve Mais félicitations quand même, tu as passé le cap des 10K. La dernière fois qu'on discutait, j'ai eu la chance de travailler avec toi un petit peu sur ton activité, tu étais autour des 5-6, tu étais en train de monter, là tu as passé les 10, sachant que tu as un business qui est principalement basé sur du récurrent, donc en gros, en général, quand tu passes les 10, bah, c'est pas pour descendre derrière. Ouais. Donc, félicitations, c'est top. En un an, c'est super. énorme. Merci, mais c'est vrai, c'est super. Je pense que ça vient surtout du fait que j'aime vraiment ça, vraiment. Okay. Malgré tout, en termes de salaire, on n'y est pas du tout. Donc c'est important de le préciser, je pense. Moi, je me Tu peux verse. nous partager à peu près la différence aujourd'hui entre le chiffre d'affaires que tu génères et ce qui reste en fin de mois ou ce que tu te verses en salaire? Volontairement, aujourd'hui, je me verse entre 3 et 5 000 euros grand maximum. C'est beaucoup. Hein. Je veux plus descendre en dessous des 3 000 euros par mois. Après, dans tous les cas, tu es en micro. Donc, en gros, ton argent et l'argent de la société, c'est le même.
ça? Exactement. Ouais. Voilà, c'est juste que Je j'essaye de. peux te jurer, j'en suis sûr et certain, qu'en SASU, tu te mettras pas 3 à 5 000, hein. Bah Tu alors, verras. euh, écoute, je ne sais pas, je suis en plein dedans, mais alors, 5 000, ça te coûte 10 000. quasiment, on est à 88%. Bah ouais. Donc si tu veux te mettre... Attends, il n'y a pas l'IR, hein. Rajoute l'IR, tu dépasses les 88%. Ouais, 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 avec l'impôt sur le revenu, grave. Donc, ouais, tu te mettras pas 5 000 de salaire. Alors attends, j'ai pas validé à 100% du coup la SASU. L'idée en tout cas, c'est de jamais descendre en dessous des 3000 parce que c'est ce que me coûte mon style de vie aujourd'hui, au minimum. Il Donc, y a un truc qu'il faut comprendre, et surtout en France, Lou, j'ai mis longtemps, et c'est un truc qui m'a été partagé par les grands fous de ce monde que j'ai rencontrés. Le fait que Laura BLT, en tant que personne, gagne de l'argent ou a de l'argent, ça ne sert à rien d'autre qu'à motiver ton ego ou à financer d'autres projets perso. Mais en gros, un jour, quelqu'un de très riche m'a donné une grosse leçon, m'a expliqué que les vrais riches, en gros, ne possèdent rien. C'est-à-dire que c'est les sociétés qui possèdent tout. mhm. En tout cas, dans le début. Parce que c'est-à-dire, en gros, toi, personnellement, posséder quelque chose, il faut quasiment diviser la valeur par 2 ou par 3, etc. Alors que le réinvestir avec les sociétés, tu serais capable de faire des bébés beaucoup plus vite. Mhm. Sans faire de bébé, ne stresse pas, tout va bien se passer. Et donc, tu vois l'idée. L'idée, ce serait effectivement que plutôt que de Laura BLT prenne 3 000 € de salaire, Laura BLT vit au crochet de sa société et que l'intégralité de tes frais, soit des frais perso, soit des frais pro, tu te démerdes pour avoir en gros un lifestyle qui te coûte le moins cher possible en perso et que l'intégralité soit couverte par la boîte ou presque, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas vraiment faire passer. Et tu te prends un espèce de salaire de misère. En gros, l'objectif pour moi, hein, c'est comme ça que j'ai utilisé la SASU. L'objectif de la SASU, c'est de devenir président directeur général, non salarié. Et tu pointes au pôle emploi, meuf. Ah, mais jamais de la vie. Et tu pointes au pôle emploi. Et donc, en fait, tu pointes au pôle emploi, mettez en création d'entreprise. Donc, tu sors des listings du pôle emploi. Et par contre, en fait, bah, tu touches rien. Tu te mets pas de salaire les 6 premiers, les 12 premiers mois. Et tu refous tout dans la boîte. Ma vision. Mais après, c'est une vision qui est très particulière. On pourra en Oui, reparler en off si c'est tu une veux. vision qui est particulière. Moi, je suis encore, tu vois, j'ai envie de cotiser, j'ai envie, tu vois, ça me dérange pas ça. Mais on en Non, reparlera, mais tu as ça. envie de cotiser, mais pour faire quoi en fait? C'est toujours pareil. Je sais aussi, et ça pour le coup, c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce qu'on a un petit peu discuté, j'ai fait un peu de coaching avec Laura. Tu as des grosses ambitions, tu as envie de manger le monde, tu as envie de créer des gros trucs, le mot empire, le mot girl boss, ça te fait pas peur, tu as envie de construire. Il te faut le maximum d'oseille pour faire ça. Il te faut le Mhm, maximum d'oseille. Et le mhm. maximum d'oseille, c'est pas en te le mettant en salaire que tu l'as. C'est Donc, vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, du coup, tu sais, moi, je réfléchissais comme ça parce que j'ai pensé à ça aussi et je me disais, la pression que va m'amener le fait de passer en SASU va me faire passer de 10 à 20, mais parce mhm. que je suis encore un peu folle comme ça. Mais ça me drive. Après, par contre, l'idée, c'est pas de mettre de l'argent par la fenêtre non plus. Donc, je suis en pleine réflexion. Je Hmm. suis en pleine réflexion. Non, non, Mais, mais en gros, si par exemple, alors, je suis pas du tout euh, expert dans le sujet, c'est juste que j'avais des copains qui gagnaient beaucoup d'argent. Et du coup, j'avais le droit d'être à table, là, tu vois. Mais en gros, si ton objectif, c'est par exemple de construire un patrimoine en immobilier, etc., et de développer une équipe qui va être des vrais projets, soit de développer un gros média, soit développer une vraie boîte de consulting avec plusieurs coachs, j'en sais rien, tu vois. Mais tu veux vraiment, en tout cas, développer un actif entrepreneurial. La vision serait effectivement de t'oublier pendant un certain temps en termes de perso parce que tu serais une charge beaucoup trop importante pour la structure et de minimiser les frais structure autre que, en gros, plutôt que de mettre, si tu veux, 3K salaire, ça coûterait 6K à la société, bah, tu te mets que 1K5 salaire. Logiquement, dans cette tranche-là, c'est un peu moins, donc tu vas coûter que 2 ou 2K2 à la société. Et mhm, tu mets 4K en pub. Et ton mhm, mindset, s'il est comme ça, surtout, tu finis par construire un truc qui devient vraiment une grosse effet boule de neige, etc. Et je te dis, le mhm, mieux, c'est vraiment même de se restreindre. Après,
bon, t'es un petit peu plus vieille, t'es un peu plus âgée, t'as un petit peu plus de bagages. Donc c'est vrai que ça fait chier de devoir peut-être parfois se relimiter à ce niveau-là en termes de lifestyle pour faire grossir son truc. Mais t'as aussi envie de conquérir le monde, meuf. Et ça, il faut quand même de l'effet de levier pour y aller. Mhm. Gros avantage de ça, c'est que ta boîte, elle fait un maximum de fric. Tu rebascules l'argent dans ta boîte immobilier. Tu investis depuis la boîte immobilier, par exemple. Et donc, en fait, tu ne sors jamais ton argent en perso. Donc, tu échappes, en fait, si tu veux, à toute forme de piège de l'État, d'imposition, etc. Parce que ton argent est systématiquement en mouvement. Mhm. C'est un peu la vision, tu vois. C'est un peu Ouais, la ouais. vision. Ouais, non, carrément, carrément. J'ai ça en tête aussi. Il y a un moustique qui vient de s'écraser sur mon clavier. Euh, j'ai Mais ça bon, en tête. voilà, ça c'est des trucs, c'est très personnel, c'est à voir, c'est à se poser, c'est à voir quel est ton niveau de vie, quel est ton niveau d'ambition, qu'est-ce que tu veux construire derrière. Mais effectivement, c'est un choix qu'il faut prendre et qu'il faut être tranquille avec. Parce que si tu n'es pas tranquille avec ce genre de choix sur comment est-ce que tu vas gérer ton argent, combien est-ce que tu vas te payer et tout ça, puis ça peut être frustrant aussi hein, quand tu fais 10 000 € de vente, que tu es tout seul, que tu as très peu de frais ou que tu as quelques frais autour de toi et que tu vois que fin du mois, tu te payes 2 000 balles et tu fais gaffe à pas trop te faire plaisir. C'est de la merde, hein. C'est une vie de merde. Je suis complètement d'accord avec toi aussi, hein. Donc il faut Oui, trouver le bon compromis dans tout ça et c'est pas toujours facile. ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est récent et voilà, ça demande réflexion, etc. Non, puis c'est surtout que je viens de passer 7 ans à, tu vois, à tester, à m'amuser, à faire des bêtises. Maintenant j'ai envie de prendre les bonnes décisions. Donc, suite au Ouais, prochain bon, épisode. ouais, mais c'est bien déjà, de passer un nouveau cap et puis là tu vas structurer, tu vas grandir. Après, effectivement, le vrai truc qui est important, c'est, je pense, de décorréler cette envie et ce besoin peut-être de se mettre des revenus ou de gagner de l'argent. C'est des croyances, hein. C'est des croyances. Après, est-ce qu'on y adhère ou pas? Finalement, est-ce que c'est grave d'avoir des croyances? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ma vie aujourd'hui Ouais. me plaît, me rend heureuse. Donc, c'est Ah vraiment merde. ça le principal. Attends, je me suis enlevé le son, je t'entends plus. Voilà, c'est bon, excuse-moi. Ah, Ta vie te plaît, c'est ce que tu disais. voilà. Je pense que le vrai principal, des vraies questions qu'il faut se poser, c'est ce que je suis, ce que je fais, ce que j'ai aujourd'hui me Hmm. rend heureuse. Pas me rend fière ou me donne enfin, ou flatte mon ego, etc., mais me rend vraiment profondément heureuse. Aujourd'hui, c'est le cas, donc je veux pas, c'est ça que je veux pas baisser. Super, top, top value. C'est quoi ton super pouvoir aujourd'hui à toi? À travers ces différentes expériences, ces hauts, ces bas, ces retournements de situation. Si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi? En fait, je sais pas vraiment si je suis à l'aise avec le fait de dire mon super pouvoir. Bon, si on parle d'offre et de positionnement, il y a un moment où je suis obligée. Donc, moi, c'est l'empathie. Clairement, j'ai cette faculté à me glisser dans la peau de quelqu'un, ce qui peut être quelque chose qui te rend hyper malheureux dans la vie, ou si tu t'en sers, si tu apprends à t'en servir, ce qui peut te permettre et de savoir bien vendre, donc potentiellement de le transmettre, et également de savoir bien accompagner. Écoute, pour l'instant, c'est ce que j'ai l'impression de savoir le mieux faire. Et en quoi ça a été dans tes autres expériences passées également moteur ou frein, peut-être, dans certaines situations? Alors, frein, l'empathie, si tu ne maîtrises pas ça, déjà, il faut que tu sois conscient ou consciente que tu es une personne empathique, plus ou moins, parce que Parfois éponge aussi un peu. bah, être empathique, c'est totalement être une éponge. Ça veut dire que ça peut te faire faire une dépression comme ça du jour au lendemain sans raison parce que tu baignes en fait dans l'émotion des autres qui ne sont pas en plus les tiennes. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, j'ai placé en priorité les émotions des autres. Si une Mhm. personne en face de moi, si moi je suis la plus heureuse du monde, mais qu'en face de moi il y a une personne qui se sent mal, qui est en dépression, je ne suis pas physiquement capable de me sentir heureuse et épanouie. Hypersensible, tu te caractérises aussi un petit peu Ouais, comme ça? hyper Ouais. sensible, ouais, totalement. Totalement. Donc pendant longtemps, ça a été un petit peu un handicap. Euh, Ça m'a jamais vraiment causé énormément de problèmes, mais dans le relationnel, c'était compliqué à gérer. Et finalement, c'est devenu une force.
C'est C'est devenu une ça, tu force. penses, qui t'a permis de vendre, de connecter, de réussir à créer du lien, à rebondir? Vraiment, vraiment. J'ai cette faculté-là et c'est une force parce que le business, je pense profondément que c'est du relationnel. Ce n'est rien d'autre que du relationnel. C'est un petit peu notre liant, je pense, à toi et moi, finalement. Mm, mm. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, du coup? Tu sais, quand on pose cette question, j'ai l'impression qu'il vaut mieux répondre que c'est pour aider les autres. Donc Je c'est suis aussi pas sûr. pour aider les autres. Je ne le pense pas non plus. Mais Ici, tu peux répondre ce que tu veux. La vérité, Loulou. je Pourquoi tu sais. fais ce que tu fais? Euh, je dis ça parce que pendant longtemps, j'étais mal à l'aise de répondre autre chose que ça. Enfin, pendant longtemps. Est-ce que tu pensais que c'était égoïste de dire autre chose que ça? Vraiment, je culpabilisais en fait de me dire, mais putain, je le fais pour moi parce que je me suis trouvée, parce que je m'épanouis comme ça, parce que je me sens heureuse comme ça. Mhm. Et donc, je le fais avant tout pour moi et je le fais pour ma liberté. Ma valeur la plus forte, c'est clairement la liberté et je pense que mon parcours le justifie bien parce qu'au final, chaque fois que j'ai pris une décision, c'était dans le sens de ma liberté. Euh, Mhm. donc, je le fais avant tout pour ma liberté. Et aujourd'hui, je culpabilise plus parce que j'ai compris que quand moi je suis libre, je suis capable d'aider d'autres femmes à le devenir. Si moi je Ok. ne suis pas profondément libre, je ne suis pas profondément je ne suis pas profondément le résultat que je veux apporter à la femme qui est en face de moi et qui me demande de l'aide, alors je ne peux pas apporter cette aide. Donc, si je peux aider quelques femmes aujourd'hui, c'est parce que j'ai enfin trouvé ma liberté. C'est beau. C'est beau. C'est un petit peu le croisement de qui tu es, de ce que tu ressens, de tes compétences, de tes qualités, et puis d'un marché aussi. Est-ce que le marché, il est arrivé en dernier? Est-ce qu'il y a quand même une réflexion stratégique dans tes choix ou pas du tout? Ouais. Tu es quand même intelligente, tu as fait de l'argent, tu as fait un petit peu de business. On sent ce côté businessman, businesswoman chez toi. À quel moment le côté businesswoman est intervenu, justement, dans cette activité? Forcément, il y a de la stratégie, c'est impossible de faire autrement. D'ailleurs, quand on a travaillé ensemble, et on travaillera encore ensemble, c'est vraiment sur ce sujet-là, c'est le système, c'est la stratégie, etc. Je pense que c'est aujourd'hui mon plus gros travail. On a parlé de mes forces, si on parle de mes faiblesses, clairement, la technique, c'est au secours, aïe aïe aïe. T'envoyer un logo, ça a été pour moi une catastrophe, tu vois ce que je veux dire. Donc Je confirme. c'est pas mon point fort, c'est vrai. Mais on peut faire avec parce qu'on a la chance de pouvoir aussi déléguer et trouver des personnes Mhm. fortes dans ces domaines-là. Donc oui, il y a forcément de la stratégie parce qu'on peut aller nulle part sans stratégie selon moi. Le réseau, c'est bien, mais s'il n'y a rien de solide derrière, ça fonctionne pas. Et à quel moment c'est quand même arrivé après le j'y vais d'abord. Tu sais, il y a une entrepreneuse, je ne sais pas si tu la connais. Ça te parle, et puis après, derrière, tu as vu quand même l'opportunité de marché, la correspondance, le potentiel de croissance, et tu t'es dit, allez, il y a tous les feux verts, on y va? Ouais. Il y a une entrepreneuse que j'admire beaucoup qui a fondé My Little Paris. Je ne sais pas si tu connais. Je pense que oui. Euh, qui est Fanny Pechioda et qui disait dans une de ses interviews je préfère agir vite que réfléchir longtemps. Je suis de ces personnes. Ok. Donc, il y a de la Moi, j'aime bien cette quote, et ça tombe bien parce que du coup, ça nous permet d'avancer à ma prochaine question qui est, c'est quoi ta citation préférée? bah, écoute, je vais te dire celle-ci parce que je suis pas sûre d'en avoir d'autres en tête là tout de suite. J'adore les citations en plus, mais celle-ci, c'est vraiment celle qui me drive parce que je suis quand même assez cérébrale, c'est-à-dire que j'aime réfléchir, je me pose beaucoup de questions sur la vie, le sens de la vie, etc. Ça me passionne, j'adore échanger, discuter, etc. Mais c'est toujours dans l'action que les plus belles choses de ma vie se sont passées et Mhm. que j'ai retenu les meilleures leçons. Donc je pense que ce serait celle-ci du coup. Si vous aussi vous vous reconnaissez par ce témoignage, dites-le dans les commentaires juste en dessous. Histoire de ma vie. Ah non, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est quoi ta plus grosse galère que tu as osé raconter à personne? Le truc que tu es un peu honteuse, même quand tu y penses encore Est-ce que aujourd'hui. tu penses, tu as déjà posé cette question-là ou pas? Oui, Est-ce que tu penses que les gens te disent la vérité? oui. Certaines C'est personnes, oui. faux, c'est faux. Certaines personnes, oui. Ah là, si, si. Si, si.
Normal. Tu sais qu'on a ce don empathique et donc tu sais qu'il y a certaines personnes avec qui le niveau de connexion est suffisamment fort qui vont vraiment te raconter des merdes. En public? Ouais. Ok. Euh, Mais rien ne t'oblige. non, en vrai de vrai, tu sais que c'est pas une force dans ma vie, mais j'ai la plus. Est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Quelle est la plus grosse galère que tu n'as osé raconter à personne et qui, même quand tu y penses encore aujourd'hui, ça te rend un peu honteux? Ouais, c'est vraiment de la honte. Parce que tu sais, j'ai vécu des galères, Non, mais mais on peut enlever honteux, tu peux garder la galère, hein. j'ai pas, j'ai rarement honte. Euh, moi, j'ai eu deux grosses galères dans ma vie, mais du coup, des plutôt grosses galères dont j'ai pas à avoir honte. La première, c'est que j'ai perdu mon grand frère quand j'avais 22 ans. Ça a été la plus grosse galère de ma vie parce que je m'y attendais absolument pas. C'était le 1er janvier, je venais de lui souhaiter la bonne année et il est décédé quelques minutes après. Donc, c'est ça, c'est la plus grosse galère de ma vie. C'est aussi celle qui m'a construite. Mon autre grosse galère, c'est de divorcer après 10 mois et d'annoncer à ma famille que le mariage qu'ils avaient payé très cher 10 mois avant, finalement, on arrête et c'est bon, merci. Merci pour le voyage de noces et voilà quoi. Non, j'ai un peu honte de ça par contre, en vrai. Le divorce, c'est un peu une honte. Mais sinon, j'ai pas fait de. L'un et l'autre, qu'est-ce que ça t'a... Comment est-ce qu'on transforme la plus grosse galère de sa vie en force? Ou en belle morale? Alors, S'il y en a une. Alors, j'ai deux belles morales pour les deux. Parce qu'en plus, ce sont des choses qui arrivent très souvent dans l'un ou dans l'autre cas. L'un, c'est le deuil. Ben, le deuil, finalement, quand c'est quelque chose qui te touche très profondément, que c'est quelqu'un que t'aimais, tu aimes très profondément, tu le perds comme ça de façon violente, tu as deux choix. Le premier, c'est de sombrer. Et le deuxième, c'est de faire de ta vie quelque chose de deux fois plus beau, deux fois plus grand, deux fois plus intense. Ce qui explique aussi mes choix, les choix que j'ai fait dans ma vie. Donc, la première, bah, c'est une bonne idée, mais la deuxième est une meilleure idée. Parce que souvent, c'est ce que veut la personne. Et parce que si t'es survie, faut, si t'es, pas si t'es survie, si t'es en vie, il faut en faire quelque chose de cette vie. Sinon, c'est terminé. Tu peux pas te laisser aller. Il y a plus de sens à ça si tu continues. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de vivre ma vie intensément. Voilà. La deuxième, c'est de bien choisir. T'avais déjà ça en toi? Ou ça s'est vraiment révélé après que ton frère soit parti? Comment ça? Non, j'étais jeune, donc ça s'est vraiment révélé. Si tu veux, quand tu es très jeune et qu'en plus tu vis dans le monde de la danse, qui est un monde très festif et très surfait et très euh, pas T'as, commun, t'as etc., pris une claque, t'as pris une claque de réalité, ouais. ça te ramène sur terre. Et, euh, et donc voilà, ça s'impose à toi. Et honnêtement, tu vois, si jeune, mais il y a des gens qui vivent ça bien plus jeune, j'ai eu ce choix de est-ce que je me laisse sombrer? Mais putain, à 22 ans, c'est tellement dommage. Parce que j'avais vraiment ce ok, je fais quoi de ma vie maintenant, tu vois? Hmm. Et ou alors finalement, d'accord, c'est ça la vie, on peut te la retirer du jour au lendemain, ok. Et le rêve de petite fille, du coup, de se marier avant 30 ans, d'avoir des enfants, une belle maison, un petit plein pied, un petit chien et d'être la plus heureuse des femmes du monde. Qu'est-ce qui se passe quand tu te maries et quand tu dois divorcer 10 mois plus tard? Tu dis que ça, pour le coup, t'en es un peu honteuse, tu me racontes? J'en suis honteuse parce que ça, c'est vraiment l'image qu'on se fait de la réussite d'une jeune femme en France. Je dis en France parce que les coutumes sont un peu différentes partout et je préfère encore une Bien fois sûr. parler de ce que moi j'ai vécu. Notamment, ma famille très française avait pas mal honte de ça. Et du coup, voilà, ça n'a pas été évident sur ce point, malgré tout, hyper formateur aussi, parce que tu dois assumer le regard des autres comme jamais, parce que tu dois te reconstruire. Moi, vraiment, hein, j'ai quitté ma société et mon mari en même temps, à l'aube de mes 30 ans. Tu vois, enfin, vraiment en termes d'image aux yeux C'était des autres. la crise de la trentaine à fond, quoi. Ouais, je sais pas si c'était la crise de la trentaine, Non, mais non, non, mais les gens, en tout cas, pouvaient l'interpréter comme ça, ou... Tu vois ce que je veux dire? C'était, ok, avant 30 ans, il fallait que tu prennes les bonnes décisions, et du coup, t'as lâché tous les amarres, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bah voilà, la leçon que j'ai apprise de ça, c'est que bah, les gars, réfléchissez avant de vous marier, vraiment. Non, Merci, c'est- je dois signer le papier la semaine prochaine, je sais plus trop maintenant. non, non, je te connaissant un petit peu, je pense qu'il y aura pas il y aura pas de problème. C'est une belle chose le mariage en vrai, hein, mais et tu sais que je regrette pas mon mariage. J'ai un peu honte Oh de non, mon. à mon avis, ce que tu regrettes et ce que tu as honte, c'est peut-être que du coup, tu as dû avoir ou tu as eu un mariage de princesse et que tu pas pu tout Ça, financer tout seul et qu'on t'a aidé et machin. Et en fait, que l'erreur, elle ne te coûte pas qu'à toi. C'est ça qui te fait chier un peu, c'est ça? exactement. Et puis Ouais. décevoir aussi, tu vois. Euh, mais Décevoir qui pour le coup? Tes parents? Mais ouais, ma famille. Je suis le premier divorce de ma famille et c'était un peu. Au final, finalement, ce qui compte pour eux, c'est ma santé, mon bonheur, on est bien d'accord, mais voilà, tout de suite, c'est pas la meilleure nouvelle que je leur ai annoncée. Et j'ai bien senti qu'il y avait un peu de déception quand même, et du coup, c'est embêtant, mais bon. Après réflexion, honnêtement, la leçon que je tire de ça, c'est finalement, est-ce que c'est si grave? Pas du tout, ça arrive à beaucoup de personnes. Euh, Par contre, recommence pas parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais voilà, ouais, non, c'est des erreurs qui t'apprennent quand même ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus. Et ça, c'est riche quand même de savoir ça, d'être conscient de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Écoute, j'ai l'impression qu'on le met, qu'on est, je recommence. J'ai l'impression qu'on est entrepreneur parce que Ouh, dans attends. mon parcours personnel, il pleut. Non, non, non. Ma femme fait un smoothie, tout va bien. Ah. Euh, Donc je disais, je pense qu'on est entrepreneur parce que moi j'ai toujours ressenti ça, mais j'ai pas pu l'expliquer avant longtemps. Mais Mhm. je te disais tout à l'heure, j'étais une girl boss dans la cour d'école, mais c'est vraiment presque ça. C'est toujours de ça que j'ai eu envie. Et on m'a pas compris pendant bien longtemps. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de proches qui me disent ça. Tu sais, finalement, ce que tu fais aujourd'hui, c'est logique, c'est normal, c'est ce qu'on attendait de toi. Ok. Est-ce que tu es Donc heureuse aujourd'hui? ouais, oui. Je suis heureuse et je suis heureuse. Tu sais, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, je pense, enfin, à mes yeux, c'est la liberté. Et je suis heureuse grâce à ma seule personne. Ça ne veut pas dire que je suis seule, tout va bien, je suis entourée, etc. Mais pour la première fois de ma vie, et je pense que les 30 ans m'ont apporté ça, c'est que je suis vraiment heureuse grâce à ce que je décide d'être, de faire, d'avoir. Et ça, c'est cool. Depuis que tu viens de dire que tu n'étais pas seul, on a 80% du chat masculin qui vient de se pendre. Merci pour Merci, voilà, tout le monde est très déçu. Merci beaucoup, du coup, Laura. Laura BLT sur les réseaux, vous pouvez aller la retrouver, pas mal de contenu, du coup, beaucoup marketing, beaucoup organisationnel, comment gérer un peu sa vie d'entrepreneur, comment la développer. Et tu parles beaucoup de créer des memberships. C'est d'ailleurs là qu'on s'était retrouvés. Tiens, d'ailleurs, ça va être le petit moment de mettre la petite bannière juste ici. Rejoignez-nous dans la tribu. Et effectivement, Laura, t'es arrivée par là. Tu m'avais vu un petit peu sur les réseaux. Et puis, on est rentré en contact par la tribu. On a travaillé, on n'a pas travaillé beaucoup, mais on a travaillé un petit peu en coaching sur ton activité, sur le système, etc., sur comment le développer. Et puis d'ailleurs, tu t'es vite envolé vers d'autres aventures parce que tu travailles. On peut en parler ou pas? Tu travailles sur un projet télé, on peut en parler? Je peux pas donner ni le nom, ni la date, etc. Mais on peut en parler. Alors raconte-nous un petit peu du coup dans les merveilles de la vie de Laura. Tu étais en plein développement, plein scaling de l'activité. Et tu me dis, j'arrête tout, focus, je pars pour une nouvelle aventure. Et raconte-nous rapidement. Ben écoute, comme souvent, les opportunités se présentent. Certaines sont pas intéressantes, pas attrayantes, etc. Il s'avère que depuis que j'ai lancé ma petite chaîne YouTube, c'est un truc que je fais avec énormément de passion et de plaisir. Et, euh, et on m'a proposé de faire de la télé, donc de faire de la télé en animation notamment, interview, animation, etc. C'est quelque chose qui est nouveau, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est tourné en ce moment, enfin qui est tourné mais qui n'est pas retransmis en ce moment en France sur une chaîne Mais ça y est, française. tu as déjà tourné.
Et C'est ça dans y est, la boîte. on n'a pas fini, mais on est en train de tourner. Ouais. Donc tu fais de la télé, meuf. Ça y est. Attends, je ne me suis pas vue au petit écran encore, mais en tout cas, ouais, j'ai cette opportunité-là. Chaîne nationale, grosse audience, grosse audimat et tout. Ouais, Genre ton following il va exploser, tu vas devenir une resta, tu pourras aller plus acheter ta baguette tranquille quoi. écoute, non, en vrai, je n'animerai pas le 20h de TF1, Pas encore, pas encore. Claire Chazal se fait déjà des cheveux blancs. Attention, attention. Elle m'a envoyé un texto la semaine dernière. Elle m'a dit attends, on sait pas. Laura DLT arrive. Ah, on Non, arrive dans la place, frérot. c'est une chaîne qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas certaine de l'impact que ça aura. Alors, c'est peut-être très naïf de ma part, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est honnête, je dis, c'est pas de la fausse modestie. Je sais pas si ça fera grand-chose. Mais dans tous les cas, tu mets le pied dans quelque chose, tu mets le pied dans du réseau, tu mets le pied dans plein de trucs qui peuvent offrir des opportunités énormes. Comment cette Surtout, opportunité elle arrive à toi d'ailleurs? Du surtout, réseau? pour compléter ce que tu viens de dire, ça m'anime vraiment. Il y a un truc aussi que je veux préciser parce que tu sais, dans ce milieu, on a beaucoup le syndrome de l'objet brillant. Je tiens à préciser que c'est pas le cas. Il y a vraiment des opportunités pour le coup qui ne m'attirent pas. Il y en a même beaucoup plus que celles qui m'attirent. En l'occurrence, ça c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime, qui correspond, je pense, à ma mission de vie. Donc, je voulais quand même le préciser. Et comment c'est arrivé c'est une cliente en fait. C'est une cliente qui m'a proposé cette opportunité. C'est top, ça. Parce qu'elle a vu une vidéo sur ma chaîne YouTube qui correspondait plutôt au concept. Je donne quelques indices. Et, et donc voilà. Tu kiffes? Ouais, vraiment, vraiment. C'est sympa. C'est très compliqué comme exercice. On n'a pas l'impression, mais c'est hyper compliqué. Tu as plusieurs caméras, tu as plusieurs cadreurs, tu as ton truc à lire là. Mais c'est très dur, les gars, vraiment. C'est top. C'est super plaisir, ça me fait super. Je trouve ça hyper kiffant de te suivre. J'adore ton énergie, j'adore ce que tu crées. Et puis j'espère que ce projet télé va en amener plein d'autres, que tes projets entrepreneuriaux vont exploser. Et puis que tu kiffes. Grave. Merci beaucoup, Enzo. Merci à toi. C'était un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir partager un petit peu ton histoire, tes galères et tes réussites. Et finalement, tes galères, bah, tu nous les as partagées. Et même si tu mentais bien. Donc, Merci, je le jure. donc merci pour ça, merci pour ce moment. Et puis bien à tous, abonnez-vous bien évidemment pour continuer de suivre ces rencontres avec des entrepreneurs atypiques tout autant qu'ils sont. Et puis qui ont réussi à ramener le possible dans leur vie, là où tout le monde pensait que c'était impossible. Et on se dépasse, on se réinvente et voilà ce que l'on arrive à créer. Merci à toi Laura. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Voilà. Des bisous. Ciao. J'espère les amis que cette vidéo elle vous a plu. Merci beaucoup à Laura d'être venue partager avec nous. Quelle magnifique personne on a rencontrée aujourd'hui. Magnifique histoire. C'est très inspirant. On a vu les hauts, les bas, le travail, apprendre à se redesigner, apprendre à se recréer. Moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Je me suis également lâché dans cette interview et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un énorme like. Abonnez-vous bien évidemment, comme d'habitude, si vous voulez en découvrir plus. Et tous les liens pour découvrir Laura sont juste en dessous. On se donne rendez-vous les amis dès la semaine prochaine, vendredi prochain pour une prochaine interview. Et je vous dis à très vite. Merci à tous.